continuons cette analyse du concept de puissance qui est au cœur, évidemment, de la philosophie de Spinoza que je convoque, je le rappelle, parce que le concept de puissance se trouvait au cœur même de la définition que Jean Bodin donnait de la souveraineté. Je vous rappelle que la souveraineté, c'est pour Jean Bodin la puissance absolue et perpétuelle de commander, puissance qui mobilise toute la réflexion de la doctrine de la doctrine socialiste et de Wang Huning, puisque comme je le disais dans le précédent podcast, dans la précédente émission, ce concept est au cœur des discours de Xi Jinping. Il est constamment mobilisé sous différents termes synonymes que j'ai énumérés. J'ai souligné qu'avec Xi Jinping, il y avait une inflexion dans la rhétorique socialiste chinoise. Le style de Xi Jinping est un petit peu différent de celui de ses prédécesseurs. Le style de ses prédécesseurs est parfois directement accusatoire. Je veux dire que lorsque Jiang Zemin développait la métaphore des 5 poisons, c'est-à-dire les 5 poisons, vous vous souvenez, ce sont les indépendantistes tibétains, les islamistes radicaux, les séparatistes taïwanais, c'est la secte Falun Gong et c'est bien sûr les dissidents hongkongais. Eh bien, lorsque Jiang Zemin développait cette métaphore des 5 poisons, il désignait un obstacle objectif qui, précisément parce qu'il est signifié en termes péjoratifs, le terme de poison, est susceptible de tendre les antagonismes plutôt que de les surmonter. Et il y a là, au sens de Spinoza, si vous voulez, quelque chose de triste. Je qualifie de triste, selon la terminologie de la 3e partie de l'éthique, toute recherche de la puissance qui, par des moyens inappropriés de pouvoir, se conclut par une perte de puissance. Et évidemment, toute puissance, y compris la chinoise, est confrontée à ce risque. Vous voyez, dans les termes de mon analyse, le terme péjoratif de poison que Jiang Zemin a employé pour réprimer la secte Falun Gong en 1989 parle en même temps de la puissance du pouvoir qu'il emploie. Car dans la logique de la puissance, aucune force antagoniste n'est en soi un poison. Elle ne le devient qu'à proportion de son impuissance à les comprendre, à les envelopper, à en saisir les intérêts substantiels et à les inclure dans un projet commun. C'est l'impuissance de la raison à comprendre, qui accentue en fait la toxicité du dit poison et de tout jugement proféré. En se montrant exclusif, plutôt qu'inclusif, belliqueux, plutôt qu'influent, le pouvoir s'épuise, ou plutôt la puissance s'épuise à combattre, s'épuise dans l'exercice d'un pouvoir, au lieu de faire ce qu'elle est destinée à faire, c'est-à-dire rassembler et prolonger la vie. Le pouvoir use un peu plus la puissance qui la rendait légitime à chaque fois qu'il est utilisé. Et il use la légitimité de cette puissance d'autant plus vite qu'il use de pouvoir sans rechercher suffisamment le consentement de la raison, et qu'il en use plus souvent. En bref, le pouvoir use la puissance. N'est-ce pas d'une telle usure qu'a souffert la puissance chinoise suite aux événements du 4 juin 1989 ? Bon, à Tiananmen, bien sûr. Le règlement des dossiers hongkongais, taïwanais, ouïghours, tibétains seront donc des rendez-vous attendus avec ce problème capital. Il nous ramène au problème de l'obstacle. Le problème de l'obstacle qui se pose de façon récurrente à toute philosophie de la puissance. Si j'en avais le temps, j'aimerais montrer que Spinoza évoque lui-même ce problème. Mais je crois qu'il ne le prend pas complètement en charge. Bon, vous savez que le traité politique est un ouvrage inachevé. Le rapprochement opéré dans ce traité politique, dans la 2e partie, au paragraphe 15, 16, et dans la 4e partie, au paragraphe 5, permet de le formuler, je crois. Ce sont ces paragraphes qu'il faut relire. Et la théorie des notions communes, cela constitue même une contribution pour la résolution de ce problème. Mais Spinoza n'a pas eu le temps de thématiser explicitement ce problème pour en tirer une doctrine de l'autorité, c'est-à-dire de l'usage efficace du pouvoir, qui puisse en même temps être une critique de l'autoritarisme, car
voilà le mot important, il s'agit d'éviter l'autoritarisme, c'est-à-dire l'abus du pouvoir, l'indifférence du pouvoir au consentement de la raison, car ce sont ces abus et cette indifférence qui usent la légitimité de la puissance. Bon, alors on peut évidemment regretter que Spinoza soit mort trop tôt, mais je crois que, à bien lire le traité politique, on peut reconstituer cette doctrine de l'autorité, une doctrine de l'autorité qui est, je le répète encore une fois, une critique par anticipation de l'autoritarisme. Et je crois que c'est cette lecture entre les lignes de Spinoza qui peut nous servir à expliquer ou à éclairer la doctrine Xi. Alors, une critique tout à fait recevable, c'est de dire « oui, mais il y a le 4 juin 1989 ». Sauf que, évidemment, c'est une erreur. Et le gouvernement chinois ne s'en vante pas. Ne mâchons pas les mots et ne m'accusez surtout pas de vouloir justifier l'injustifiable. Le 4 juin 1989 est une erreur. C'est la raison pour laquelle c'est censuré. C'est censuré parce qu'il n'est pas question, en Chine même, de s'en vanter. Le 4 juin 1989, c'est typiquement un événement qui manifeste de l'exercice d'un pouvoir qui, s'il se multipliait, userait radicalement la puissance chinoise. Le gouvernement chinois ne justifie pas la répression du 4 mai 1989. Il ne veut simplement plus en parler. Alors, cette mauvaise foi, si vous voulez, c'est, disons-le, l'hommage que le vice rend à la vertu. C'est une erreur sur laquelle il faut rapidement tourner la page. Car un pouvoir politique qui s'excuserait, attention, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un individu particulier. Un pouvoir politique qui s'excuserait s'affaiblirait. Vous voyez, la France ne s'excuse pas de sa politique coloniale, par exemple, de son impérialisme, de ses erreurs historiques. Elle tourne la page. Tous les pays font de même. Il n'y a aucune raison que les Chinois ne fassent pas de même. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de justifier l'injustifiable. Il s'agit simplement d'expliquer que, effectivement, les puissances usent parfois de manière excessive du pouvoir qu'elles détiennent. Et quand cela arrive, quand elles abusent, quand elles se trompent, car ça peut arriver, eh bien, évidemment, elles ont intérêt à tourner la page au plus vite, en France comme en Chine ou partout ailleurs dans le monde. Car je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas qu'en Chine que des manifestants puissent être mutilés ou mourir sous les coups des forces de l'ordre à l'occasion de certains mouvements sociaux. Bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique, je crois qu'on a compris le problème d'un pouvoir qui, dans ses excès, vient user la puissance. Et on pourrait même formuler ce théorème à l'envers en disant que moins elle use de pouvoir, plus une puissance est grande. Et si vous me permettez de formuler cette conclusion de façon mathématique, à la Leibniz en quelque sorte, on pourrait dire que la puissance est inversement proportionnelle à l'usage qu'elle fait du pouvoir. Et s'il est vrai qu'un événement tel que celui du 4 juin 1989 ne s'est pas reproduit, il aurait pu se reproduire, par exemple le 19 juillet 1999, à l'occasion du siège de Falun Gong autour du Zhongnanhai. Si cela ne s'est pas reproduit, si l'incident, si la gestion politique et administrative de cet incident n'a pas répété l'erreur de 89, c'est peut-être parce que, on le verra, l'avenir nous le dira, en tout cas il me semble que le pouvoir chinois tire des leçons de ces erreurs passées. Et donc il me semble qu'on pourrait dire en conclusion, provisoirement au moins, que cette équation d'une puissance qui est inversement proportionnelle à l'usage qu'elle fait du pouvoir, cette équation traduit la doctrine rationnelle du pouvoir et de la puissance de la doctrine socialiste chinoise en général et de la doctrine Xi en particulier. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver dans un prochain podcast pour une prochaine discussion sur Spinoza et Sun Tzu.
afin de voir si on n'aurait pas dans ce traité de l'art de la guerre quelque chose comme l'intuition ou les germes d'un spinozisme, c'est-à-dire d'une philosophie chinoise de la puissance. Je vous donne donc rendez-vous et je vous dis à très bientôt.